Pour moi, c'est un honneur d'être ici. Et puis, je suis vraiment très content parce que je pense que tout chercheur en histoire en France, dès lors qu'il a un petit peu à voir avec le Canada, cherche forcément à faire langue, comme on dit dans la marine. Et ce serait effectivement très bien si entre l'Orient et puis diverses universités, comme on a d'ailleurs des liens actuellement, si on pouvait également continuer à travailler ensemble sur vos projets, sur les nôtres, et puis de toute façon ça se croisera forcément. Donc c'était pas de la générosité que de te donner comment dire un accès à nos archives, mais justement le projet il est lié à un certain nombre d'archives que finalement, il est question pour nous de croiser. Hein. C'est quelque chose qui s'est jamais fait. C'est-à-dire que les archives dont je vais vous parler, tout le monde les connaît, hein, on les a pas trouvées dans un grenier, voilà. Mais si vous voulez, aujourd'hui, hein, les moyens techniques nous permettent de dépouiller ces archives, de les saisir sur une base de données et de pouvoir les questionner. Et donc, c'est le croisement de ces archives qui finalement est au cœur du projet GEMER. Alors, quelles sont ces archives et où est-ce que ça se trouve? En fait, le projet GEMER concerne 3 zones en France. Pourquoi 3? Parce qu'on s'est dit que si on n'en faisait qu'une, on n'aurait jamais le projet. Donc déjà, c'est une question un petit peu stratégique. Et donc ces 3 zones, ce sont alors Cancale et la région qui se trouve tout autour. Alors, il se trouve que c'est pas un quartier maritime, contrairement aux 2 autres zones. Il se trouve que c'est, puisque je suis au Québec, c'est parfait, il se trouve que c'est une seigneurie. Donc, j'ai vu sur la route en passant les rangs et puis les seigneuries. Donc, le Plessis-Bertrand, en fait, c'est une seigneurie qui regroupe Cancale, Saint-Coulon, Paramé aujourd'hui fait partie de Saint-Malo, Saint-Méloire et Saint-Ideuc. Cancale étant quand même la ville la plus importante. Donc l'avantage de Cancale, c'est que ça se trouve à proximité de Saint-Malo. Et donc les 3 zones qu'on a choisies ont toutes en commun d'être des arrière-pays en quelque sorte de grands ports. Et puis bon, il fallait que ce soit également un échantillon suffisant pour travailler. En gros, à Cancale, on a 15% de l'embarquement malouin. Donc ça nous a paru suffisant pour justement commencer cette étude. Bon. Pour Cancale particulièrement maintenant, et ce n'est pas le cas des 2 autres zones, on a aussi cette chance extraordinaire d'avoir des archives qui débutent très tôt à la fin du XVIIe siècle. Hein, ce qui veut dire que, je vais vous en parler dans quelques instants, mais toutes les archives qu'on possède commencent en gros à partir de 1680. Et ça, je le trouve nulle part ailleurs en France, si vous voulez. Hein. Les archives, notamment les matricules, hein, sont beaucoup plus tardives. Donc, on n'a pas cette possibilité de pouvoir faire un travail sur plusieurs générations. Et à Cancale, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en gros, quand on regarde les registres de baptême, mariage et sépulture, eh ben, on s'aperçoit que on a les parents qui naissent à la fin du XVIe siècle. Donc c'est ça quand même qui est particulièrement intéressant, sachant qu'ensuite on traverse tout le XVIIIe siècle en ayant des séries qui sont pratiquement continues. Hein, il n'y a pas véritablement de trou, et que finalement, alors le système dont je vais vous parler également, lui, il perdure au 19e, voire jusqu'au 20e siècle, puisque notre système de conscription pour les marins s'est arrêté dans les années 1960. Donc finalement, nous, on s'arrêtera au moment de la Révolution française, mais quelqu'un qui voudrait continuer ensuite au 19e et au 20e siècle, il n'y a pas de problème majeur non plus pour le faire. Donc finalement, on arriverait pratiquement à avoir, je sais pas, une quinzaine de générations sur lesquelles on pourrait travailler, quoi. Donc ça, voilà, hein, c'est ça qui nous a paru très intéressant. Alors les 2 autres zones, vous avez Marennes avec la Seudre, hein, tout le bassin de la Seudre, qui est là un quartier maritime, hein, donc le quartier maritime de la Seudre. Et donc, si vous voulez, ce quartier maritime a comme grand port La Rochelle d'un côté, Bordeaux de l'autre, et ça représente également à peu près 15% de l'embarquement. Alors le point commun entre Marennes et Cancale, c'est que dans les 2 cas, on a des gens qui vont à la grande pêche.
Donc là, pour les activités maritimes, il y a quand même ce point commun qui est important. Et la troisième zone qu'on a choisie, c'est Martigues. Donc on est allé carrément en Méditerranée. On s'est dit finalement comme ça, on aurait 3 façades maritimes différentes, la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Et donc autour de Martigues, on a pris l'étang de Berre. Finalement, là aussi, on se retrouve avec un arrière-pays important pour Marseille, puisque là aussi, ça représente à peu près 10-15% de l'embarquement. Avec une toute petite différence, c'est qu'en 1720, quand intervient la dernière épidémie de peste en France, l'une des conséquences de cette peste sera effectivement que, suite à la mortalité enregistrée, notamment à Marseille, à Toulon, etc., il y a beaucoup de Martiguais qui vont aller s'établir à Marseille. Donc ces gens-là, on les perdra en fait, puisque nous, on ne s'intéressera qu'à Martigues et à l'étang de Berre. Donc voilà les 3 zones. Maintenant, les archives en elles-mêmes, je disais 3 jusqu'à présent, mais en fait, je m'aperçois de plus en plus qu'il faut que je dise 4. Donc elles sont au nombre de 4. Il y a d'abord donc les registres de baptême, de mariage et de sépulture. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Tu les connais bien pour le personnage qui t'intéresse. Et c'est vrai que, encore une fois, on ne peut pas faire ce genre de travail si on n'est pas en lien ou avec des sociétés de généalogie ou avec des chercheurs qui font ça pour le plaisir, je dirais, il y a des plaisirs des fois un petit peu masochistes, mais donc j'en profite pour présenter, comment dire, quand je t'ai connu et que j'ai entendu le mot Claude Lacharité, je me suis dit, ah ça y est, j'en tiens un nouveau, le mien s'appelle Aristide Delarose, tout le monde aimerait s'appeler comme ça évidemment, et donc lui travaille depuis une vingtaine d'années à reconstituer justement tous les BMS de Cancale, mais il a fait Saint-Coulon, il a fait Paramé, etc. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus qu'à m'emparer de ses travaux finalement. Quand j'ai besoin, je lui envoie le nom du père, le nom de la mère, et puis j'ai toute la fiche qui sort, et je suis sûr en plus que c'est du travail excellent. Donc ces BMS, c'est vraiment la première source qui nous intéresse. Donc il faudra qu'on le fasse aussi à Marennes, il faudra aussi qu'on le fasse à Martigues. Ensuite, la deuxième source, ce sont les matricules. Donc une toute petite explication, si par hasard vous ne connaissiez pas trop comment que ça fonctionnait en France. À l'époque de Colbert, quand Colbert est devenu secrétaire d'État de la Marine et des colonies, et puis ministre d'État aussi, il a décidé de mettre en place un système original dans le sens où il est unique en Europe. Il y a juste l'Espagne qui l'a adopté pendant une quinzaine d'années au XVIIIe siècle, et encore les collègues espagnols m'ont toujours dit que c'était surtout pour rechercher les déserteurs qui étaient particulièrement nombreux, ça n'avait pas beaucoup d'autres utilités. En France, c'était très différent. Alors que tous les pays utilisent le volontariat et la presse, le press gang par exemple pour les Anglais, nous on a recensé tous les gens de mer, toutes les populations maritimes. Et donc ce recensement qui ressemblait quand même à une conscription à peine voilée, il y avait le risque que ce soit mal vu. D'ailleurs on a une lettre de Louis XIV où il dit oui je sais très bien ça va pas se faire facilement. Donc il demande effectivement à proposer disons une contrepartie. Cette contrepartie ce sera une caisse de secours qui sera faite pour verser une demi-pension aux estropiés, aux veuves, etc., etc. Donc cette caisse de secours qui s'est mise en place, était censée faire un petit peu passer la pilule et faire admettre finalement à tous les gens qui seraient recensés qu'ils devraient servir le roi une année sur 3 ou une année sur 4, ça dépend des quartiers maritimes. Donc ce système, on l'appelle le système des classes, et au moment de la Révolution française, ça s'est à peine transformé, on sert la République plutôt que le roi, et c'est devenu l'inscription maritime. Ce qui fait que moi, quand je me suis engagé dans la marine comme mousse, c'était en
1976, et ben finalement cette inscription maritime, elle venait de s'arrêter. Hein, ça faisait très peu de temps qu'elle n'existait plus, et ça m'a permis effectivement de devenir mousse, tout simplement, alors que j'étais un bon Parisien, voilà. Et donc ce système de matricule, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? En fait, la bureaucratie française, pointilleuse, tatillonne, qui embarrasse tout le monde, qui fait, qui entraîne toutes les injures possibles et imaginables, bah, finalement, on s'aperçoit que des centaines d'années après, pour les historiens, c'est une manne, si vous voulez, hein, parce que, en fait, il s'agit tout simplement, pour employer une expression triviale, il s'agit tout simplement de fliquer les marins. On doit savoir où ils sont. Le résultat, c'est que bien souvent, on a plus de renseignements sur un matelot que sur un capitaine. Puisque le capitaine, lui, ne servira pas sur les vaisseaux du roi, c'est le marin qui intéresse. Et donc, on a effectivement, par exemple, dans tous les rôles d'équipage dont on va parler dans quelques instants, on a effectivement marqué s'il a le droit d'embarquer ou pas, si c'est l'année ou pas, et si l'année où l'on se trouve, eh bien, c'est l'année où il doit servir sur le roi, on lui refusera d'embarquer pour tout autre type de navigation. Donc, ces matricules, elles sont particulièrement précieuses. Ensuite, elles ont un autre intérêt, c'est que, on suit la carrière d'un marin de façon verticale. C'est-à-dire que, alors bon, pour tous ceux qui n'ont pas eu de chance et qui sont morts tout de suite, ça ne sert pas à grand-chose, mais on a effectivement des gens qui ont fait jusqu'à 20 campagnes à Terre-Neuve. Et on arrive à toutes les reconstituer. Et si on n'a pas, on arrive à compléter justement avec les rôles d'équipage. C'est pour ça que c'est important de croiser ces sources. Hein, je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. On se dit que parmi les anciens, il y avait quand même de sacrés bestiaux, comme on dirait, avec une longévité tout à fait étonnante, quoi, hein, et qui ont navigué sans répit, quoi, hein, c'est assez extraordinaire. Alors, j'en profite tout de suite pour dire, hein, surtout si je suis enregistré, et qu'il y en a dans cette qu'il y a des dames aussi, que quand on parle d'un marin, on parle aussi de sa femme. Il suffit de retourner la feuille et puis la carrière de l'homme impacte directement sur, je dirais pas la carrière de la femme, mais sur l'existence de son épouse, de ses responsabilités et du rôle premier évidemment qu'elle joue en la matière. Et donc le projet il concerne aussi bien les marins que leur famille et que leur épouse, leur mère, leur sœur, etc. Bien, on a donc cette carrière et donc on a quelque chose qui s'inscrit dans la verticalité. La troisième source, ce sont les rôles d'équipage. Hein, vous savez que quand on embarque sur un navire, il faut nécessairement qu'un rôle d'équipage soit dressé. Donc il y a 4 exemplaires qui sont faits, un qui est resté au greffe, un qui reste à bord, un qui va dans des archives et puis un autre qui va à Paris. Donc ces rôles, en fait, c'est l'horizontalité. C'est-à-dire que quand quelqu'un embarque, on sait avec qui il est. Hein, ça a été le cas des rôles d'équipage qu'on a pu regarder. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a des notions aussi sur lesquelles on va pouvoir travailler. Mais j'en viens tout de suite à la 4e source, c'est le rapport de mer. Parce que dans le rapport de mer, il y a éventuellement des renseignements qui n'apparaissent pas dans les autres documents. Il peut y avoir des cas de désertion. Là, je suis en train de voir avec un collègue sur une chaîne de télévision française qui s'appelle Arte et avec qui on va peut-être faire un documentaire sur un voyage de circumnavigation qui a eu lieu. Alors, ce sera peut-être la comtesse de Pontchartrain parce qu'il se trouve que dessus, exceptionnellement, il y avait beaucoup de cancalais. Et donc, on a des gens qui désertent. Et donc, c'est indiqué, de même que les gens qui décèdent. Et quand ils décèdent, on ne les a pas forcément dans les registres de sépulture. Donc vous comprenez bien que ces 4 sources permettent, en gros, il y en a d'autres, hein, mais permettent en gros de se compléter mutuellement et saisi sur une base de données, effectivement on peut lancer un questionnement qui va un petit peu dans toutes les directions. Après, l'enjeu, ça sera de bien serrer les questions et bien de savoir ce qu'on veut avoir obtenir comme renseignement.
hein. Donc voilà, pour les différentes sources. Alors, si vous voulez, peut-être... non, c'est de l'autre côté. Suivante, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Alors, je vais juste... Donc, je résume, hein, je vous ai dit à peu près l'essentiel jusqu'à présent. Donc, le corpus, ce sera probablement aux alentours de 4000 marins. Il est possible, en fait, que ce soit beaucoup plus, hein, sur les trois zones. Je ne l'ai pas mis ici, mais ça devrait nous donner une étude qui dépassera le 1 million de personnes quand on saisit les familles. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, un marin autour de lui, il y a à peu près 120 personnes qui gravitent. Alors après, évidemment, ça se croise. Les gens se marient plutôt entre familles de marins, mais quand même, on a vite fait finalement d'avoir une population très importante. Surtout si on remonte de 2 générations, et quand on arrêtera notre étude, si on la descend de 2 générations supplémentaires, pour avoir quand même une idée de ce qu'ont fait les enfants, voire leurs petits-enfants. Donc ça fait une population très importante. Alors les dépôts d'archives, ils sont nombreux, hein, ce seront surtout les services historiques de la défense, qu'on appelle aujourd'hui service historique des armées. Alors vous en avez à Brest évidemment, vous en avez à Lorient pour la Compagnie des Indes, hein, il y a beaucoup de voyages en mer du Sud et les vaisseaux au XVIIIe siècle partent de Lorient. Vous avez le service historique de la défense de Rochefort également pour Marennes, celui de Toulon pour Martigues, vous aurez Vincennes bien sûr à Paris, Cherbourg aussi. Vous voyez, on a vite fait de se déplacer assez vite de dépôt en dépôt. Ensuite, vous avez bien sûr les archives nationales, puisque c'est au niveau des archives nationales que se trouve le fonds marine, avec notamment les rôles d'équipage, mais cette fois-ci des vaisseaux du roi, hein, la série C6. Vous avez, on aura peut-être 30 secondes pour parler de courses et de corsaires, mais vous avez tous les registres de prise qui se trouvent également à Paris, hein, donc beaucoup d'archives aux archives nationales, mais vous avez aussi, puisque ça s'est scindé maintenant depuis assez longtemps, les ANOM, ce qu'on appelle les ANOM, c'est-à-dire les archives nationales d'outre-mer qui se trouvent à Aix, et puis s'ajoute à cela des archives départementales, que ce soit Rennes, que ce soit Quimper, que ce soit Vannes, bon, etc., etc. Il y en a beaucoup, que ce soit La Rochelle ou Marseille, les chambres de commerce, et puis également un certain nombre d'archives municipales, hein, où on peut éventuellement trouver également quelque chose qui nous intéresse. Donc les dépôts ne manquent pas. J'ajouterais peut-être une chose, c'est Kew. À Londres, hein, puisque les National Archives se trouvent là-bas, et vous avez, qui sont dépouillés, il y a un programme européen, surtout piloté par l'Allemagne, qui se développe actuellement. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le lien, puisque en fait, tout navire qui est pris par l'ennemi capture toute la paperasse, hein, tous les papiers qui sont trouvés, et donc vous avez les Prize Papers, hein, donc pour nous c'est les French Prize Papers qui se trouvent à Kew, et dedans on a effectivement des trésors, hein, on arrive à trouver des choses. Alors j'ai même trouvé une lettre d'amour de la part d'une épouse de marin qui se demande effectivement où est passé son mari, qui lui le conjure de rentrer, que ses enfants l'attendent, qu'elle ne sait pas trop quoi faire, etc., qu'elle a besoin de lui. Bon, en réalité, son mari était mort, il était emprisonné, comme beaucoup en Angleterre, et évidemment, elle ne le savait pas du tout, quoi. Elle l'imaginait au bout du monde. En fait, il était beaucoup plus près. Donc, il y a toutes sortes de témoignages qui viennent s'ajouter. Donc, voilà pour les sources. Donc, la population, je vous disais 40 000, mais en réalité, ça, c'est obsolète, hein, ce sera beaucoup plus. Et donc, un certain nombre de notions. Alors, 3 axes dans ce projet. Le premier axe s'intéresse particulièrement aux marins, donc c'est une reconstitution des carrières. Alors, on va pouvoir faire beaucoup de choses dans ce premier axe. On va pouvoir d'abord vérifier si le système des classes
c'est bien une année sur 3 ou une année sur 4. Je peux vous dire tout de suite que c'est absolument pas le cas. En fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a la guerre? On arme des escadres qui peuvent être très, très puissantes. Je pense notamment à la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui commence en 1688. 91, 92, 93, c'est encore une année de chou gras où on a pu armer. En 93, par exemple, Tourville part avec 99 vaisseaux. On n'a jamais vu ça et on ne reverra jamais ça en France. Mais après, c'est terminé. Il n'y a plus d'argent, donc il faut prêter les vaisseaux. Et donc, le système de 1 an sur 3 ou 1 an sur 4 n'est pas tenable, quoi. Donc, on pourra le remettre, on pourra, disons, voir ce qui se passe de la théorie à la pratique. Ça, on pourra le mesurer. Ensuite, on peut mesurer la mortalité. On peut mesurer l'intégralité des carrières. On peut parler de pénibilité, de travail en mer également. Comment est-ce que ça se passe? On peut voir beaucoup de choses, et notamment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'embarquer ensemble. Quand vous avez sur un bateau de pêche jusqu'à 30-40 cancalais qui embarquent ensemble, il est important de reconstituer qui ils sont les uns par rapport aux autres. Alors, ça peut être une reconstitution familiale, sauf que si on se fie simplement au nom, on aura le côté paternel. Mais il faut donc le nom de l'épouse, puisque vous le savez, à l'époque, les gens s'imaginent que c'est très moderne pour une femme de porter le nom de son nom de jeune fille. Alors il faut dire aux étudiants, non, c'est très ancien. Sous l'Ancien Régime, une femme ne porte jamais le nom de son mari, jamais. Elle porte toujours son nom de jeune fille. Heureusement, parce que ça permet comme ça de mieux l'identifier. Et donc, si on connaît la partie maternelle, on arrive à trouver tous les oncles maternels, et puis avec les alliances matrimoniales, on arrive aussi à trouver les beaux-frères qui pourraient être embarqués. Et puis si on connaît les parrains et les marraines, on arrive aussi à reconstituer les alliances spirituelles. Donc vous voyez, et on les a. Donc ça fait beaucoup de choses à mettre en place. Mais justement, ça donne des résultats tout à fait intéressants. Par exemple, de s'apercevoir, c'est pas toujours le cas. J'ai vu des mousses, mais il faut se méfier de l'âge qui est déclaré. Quand on dit 10 ans, en général, c'est souvent 12 ou 13. Donc il faut aussi qu'on arrive à cerner pourquoi les gens se rajeunissent ou pourquoi est-ce qu'ils se vieillissent. Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas, ou est-ce que parce que là aussi il y a une stratégie? Les marins sont très bien organisés. Le syndicalisme, il est né de la mer, et il n'est pas né de rien. Cette organisation, elle existe depuis toujours. Quand les gens décident de ne pas embarquer parce qu'ils ne veulent pas, ils sont à 30. Alors vous pouvez envoyer toute la maréchaussée que vous voulez, les gens n'embarqueront pas. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, si les gens vont au tribunal devant les juges de l'amirauté, les armateurs n'ont aucun intérêt à le faire parce qu'ils perdent leur procès. Les juges de l'amirauté donnent pratiquement toujours raison aux marins. Oui, c'est comme ça. Donc, alors ça aussi, on pourra le vérifier, mais il y a ce phénomène, si vous voulez, qui est très important, de cet embarqué ensemble, justement, qui sera vérifié. Ensuite, le deuxième axe, il faut peut-être que je me dépêche, le deuxième axe, il portera sur la tâche littorale, c'est-à-dire sur la famille, ceux qui restent à terre, avec le rôle des épouses notamment. C'est-à-dire que, vous le savez, il y a une procuration qui est signée dès qu'un marin part en mer. Les femmes s'occupent de tout. Elles dirigent tout. Et puis les hommes ne trouvent absolument rien à redire. De toute façon, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là très souvent. En général, ils sont là pendant 2 ou 3 mois par an. Et encore, c'est le maximum. Donc, c'est la femme qui achète des terres. C'est la femme qui les vend. C'est la femme qui embauche. C'est la femme qui s'occupe de l'éducation des enfants, de l'instruction. C'est la femme qui a un rôle religieux, qui a un rôle politique. C'est la femme qui va chercher l'argent. C'est à la femme qu'on donne l'argent, d'ailleurs, très souvent. On en donne une partie à l'homme, mais pour éviter que tout soit bu, on donne aux femmes, c'est beaucoup plus sérieux. Les femmes sont beaucoup plus sérieuses que les hommes, c'est évident. Et d'ailleurs, jusqu'à très très récemment, je pense que, moi, quand je suis rentré dans la marine, les hommes n'avaient pas de carte bleue.
C'était leur femme qui avait, il n'y en avait qu'une par famille, c'était l'épouse qui l'avait. Hein. Voilà, et puis je me rappelle très bien, mes collègues, ils travaillaient à l'époque, c'était pour acheter une cuisine à leur épouse, comme il fallait. Voilà, donc finalement, il y a quand même des choses qui sont restées, particulièrement en Bretagne. Hein. On parle de matriarcat, c'est pas complètement faux, si vous voulez. Alors, ce deuxième axe, donc, voilà, il nous permettra de parler de ces attaches littorales. Et le troisième axe, avec l'INED notamment, va nous permettre de saisir tout ce qui est accidentologie, tout ce qui est épidémiologie. Il y a beaucoup de choses qui sont données dans les archives qui peuvent nous apporter des éléments précieux justement pour ce troisième axe. Comment dire, que ce soit les maladies infectieuses, que ce soit comment dire, les crises d'épilepsie. Hein, il y a souvent la mention tomber du haut du mât. Tomber du haut du mât, c'est pas quelqu'un qui s'est cassé la figure du mât, bon voilà, ça arrive, mais non, c'est quelqu'un qui est épileptique. Donc on a toutes les maladies sexuellement transmissibles aussi qui peuvent apparaître. On a beaucoup de détails sur le handicap aussi, et donc c'est tout ça qui sera vu, en même temps que seront repris tous les éléments, comment dire, démographiques, hein, sur la naissance, la mort, la mortalité infantile, juvénile, etc., etc. Tout ça, normalement, l'âge au mariage, on devrait être capable de le mesurer. Alors, je vais peut-être accélérer, voilà. Hop. Donc voilà, vous avez ici, je ne sais pas si vous arrivez à bien filmer, super. Vous avez ici donc ce qu'on appelle les matricules. Alors ça c'est intéressant. Alors celui-là est un peu spécial parce que les commissaires aux classes, alors évidemment il n'y a pas d'informatique à l'époque, hein, on ne peut pas en un clic remettre tout par ordre alphabétique, donc ils mettaient un certain nombre de pages, et puis si ça tenait c'était bien, si ça tenait pas, le B on le retrouverait plutôt en D, et puis etc. Donc il vaut mieux tout regarder. Mais vous avez quand même toute une série de renseignements dans la deuxième colonne qui sont fournis sur chaque marin. C'est-à-dire, on sait qu'il a 17 ans en 1697, ça c'est pas forcément vrai, mais qu'il est de taille petite, qu'il a le cheveu châtain. Alors le breton moyen, hein, si parmi vous il y en a qui sont d'origine bretonne, il est châtain et de taille moyenne. Alors ça nous aide pas beaucoup, hein. Ils sont tous pareils, ils sont tous formatés pareil, mais on a quand même des gens dont le poil finit par griser, hein, donc voilà, voire blanchir, voire, alors ça arrive à d'aucuns, n'est-ce pas, disparaître, et on a aussi des mentions comme quoi les gens ont des perruques, hein, et ça peut très bien être des matelots. Hein. Donc les cheveux, enfin le poil et la taille, on peut faire une étude là-dessus aussi. Alors surtout, on a, donc il est fils de Jacques et de Françoise Lévesque. Donc c'est ça qui nous permet vraiment de le fixer. Hein. Il est natif de Cancale, ça aussi c'est important parce qu'il y aura une étude qui sera faite sur comment dire, toutes les migrations, tous les flux, que ce soit proche de l'arrière-pays ou que ce soit des flux plus lointains. Quelqu'un qui réussit par exemple une carrière finira par aller habiter à Saint-Malo très souvent. Hein, alors que s'il y a un manque, peut-être que de l'arrière-pays, il y aura un appel d'air qui fera que des gens viendront. Donc, on sait où il demeure. Donc, là aussi, l'embarquer ensemble peut jouer sur la proximité géographique. Hein, c'est-à-dire que même Cancale, c'est beaucoup trop grand pour l'époque, donc on va prendre des hameaux qui se trouvent à côté où les gens se connaissent, et on a des gens qui on appelle ça des matelots, ça mateloter, hein, mais qui font presque des carrières parallèles parce qu'ils sont voisins, et puis peut-être que... Alors, est-ce qu'il y a un système d'entraide après entre femmes sur les foyers? C'est tout à fait possible, et donc c'est ça qui sera intéressant aussi à reproduire. Alors ensuite vous avez les carrières. Alors très rapidement, la première colonne c'est les embarquements sur les vaisseaux du roi. La deuxième, c'est les autres embarquements. Et la troisième, c'est tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans la première ou la deuxième. Hein, voilà, c'est très empirique, hein, c'est très pragmatique. Alors, attendez, que je me dépêche. Voilà, donc j'ai simplement grossi, hein, le cas de Guy Garnier, hein, et que vous avez ici. Je passe. Alors là, maintenant, vous avez un rôle d'équipage. Hein, ces rôles d'équipage, alors par exemple à Brest, vous en avez 4600. Qui sont conservés pour le XVIIIe siècle. Hein, alors c'est des documents qui font à peu près, alors ça peut aller jusqu'à 20 feuillets,
avec les redites, etc., etc. Mais encore, on est content parce que quand on prend les rôles d'équipage des vaisseaux du roi, là, c'est des registres qui font 150-200 pages. Pour chaque vaisseau, si vous voulez, il y a jusqu'à 800 hommes qui peuvent embarquer sur le même vaisseau. Donc voilà, le rôle d'équipage. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les armes, éventuellement, qui se trouvent au-dessus. Et puis, vous avez donc l'état-major, les officiers mariniers, les matelots, les mousses, les soldats et les passagers. Éventuellement s'il y en a. Donc les passagers, ça a beaucoup d'intérêt évidemment pour le Canada notamment, puisqu'on a beaucoup d'engagés qui avant le traité d'Utrecht vont s'engager au Chapeau Rouge à Terre-Neuve, et puis vous en avez également bien sûr qui vont à Gaspé, qui vont à Québec, mais c'est plus des gens qui restent sur des zones littorales. Donc voilà. Ensuite, j'ai simplement grossi, mais ça vous donne aussi la répétition, donc taille haute, cheveux châtains pour le capitaine, donc il a 20 ans, donc ça aussi c'est à vérifier, et donc on a tous les grades, etc., etc. Et quand la personne ne peut pas embarquer, c'est barré, c'est biffé dans la marge, et donc on dit bien que non, il doit servir le roi. Alors là, vous avez l'exemple pour la série... non merci. Vous avez l'équivalent pour la série C6 Marine à Paris. Je vous ai mis simplement la première. Voilà, on n'a pas tout, mais enfin voilà, vous avez, et surtout vous avez la solde. Alors ça aussi c'est intéressant parce qu'on montre, on peut voir les progressions de carrière. C'est-à-dire que quand un matelot embarque sur un vaisseau du roi, sauf s'il a déjà embarqué comme mousse, en fait, il embarque à 9 livres tournois par mois, et puis il peut augmenter, passer canonnier, par exemple à Cancale on est canonnier, à Saint-Coulon on est charpentier, et donc on passe à 24 livres tournois, donc il y a véritablement une perspective de carrière qui peut être assez intéressante dans certains cas. Ensuite, alors vous avez une autre, donc cette source, pardon, c'est aussi les ventes de hard. Les ventes de hard, c'est particulièrement intéressant. C'est un peu les IAD du matelot, si vous voulez. Alors, on aura beaucoup d'inventaires après décès. On en aura probablement plusieurs dizaines, et ça va nous intéresser dans la mesure où on va pouvoir retracer un petit peu ce que contenait une maison, par exemple de Cancalais, les meubles, etc., mais de voir aussi qu'est-ce que les navigations avaient pu influencer en termes de culture matérielle. Les services à café, etc. et puis surtout, on va pouvoir travailler, nous, avec l'enseignement secondaire, puisque ces IAD, on peut les dessiner, donc en art plastique, on peut les mettre en 3D, donc avec la technologie, donc d'autres documents, on peut travailler avec les professeurs de lettres, on peut travailler bien sûr avec les collègues d'histoire-géographie, on peut travailler aussi tous ces documents avec les collègues de mathématiques, puisque effectivement on peut avoir des éléments statistiques tout à fait intéressants. Donc tous ces documents qui seront fournis, qui seront mis dans la base de données, je pense aux IAD, pourront être retravaillés dans le secondaire, on va voir avec les rectorats. Et donc ils seront aussi à votre disposition puisque tout le monde aura accès à la base de données, j'ai oublié de le dire évidemment. Et là, ce qu'on a, c'est le marin qui décède en mer. C'est le cas du marin, ça arrive bien souvent. Alors très peu pour le Canada. Le Canada, c'est la voie royale. Le taux de mortalité, c'est 1,5%. On ne peut pas moins. Voilà. Sauf évidemment quand il y a la guerre. Là, bon, les paramètres changent, mais en temps de paix, c'est en gros 1,5% de mortalité. Si vous allez faire la traite négrière, on arrive à 14%. On tient les 14%, voire un peu plus, si on va en Chine, dans l'océan Indien, etc. On n'a pas le taux exact, mais la course, le fait d'être corsaire, augmente aussi considérablement le taux de mortalité, ne serait-ce que par le décès en captivité.
Hein, beaucoup de corsaires sont capturés, il ne faut pas rêver, hein, tous ne font pas 60 prises et reviennent indemnes. Hein, beaucoup sont capturés. C'est une loterie aussi bien pour l'armateur qui mise de l'argent, mais surtout pour le matelot qui mise sa vie. Et beaucoup finissent par décéder. Je dirais que là où il y a une mortalité faible également, c'est sur les vaisseaux du roi. Sauf malchance, sauf échange naval très violent, et c'est arrivé, mais ça n'arrive pas tout le temps. Je dirais, Terre-Neuve est la navigation la plus confortable, je dirais, en tout cas pour ce qui est de son espérance de vie, et ensuite les vaisseaux du roi. Après, on arrive sur des navigations qui sont beaucoup plus mortifères. Et là, donc, on a effectivement le cas de quelqu'un qui est décédé en mer. Donc, il s'agit de Gilles Grossin, matelot de Cancale, mort le 21 août 1728. Alors, il est mort, lui, à Saint-Domingue, hein, donc voilà, les fièvres, etc., la longueur du voyage, donc sur la côte sud. Et donc, à partir du moment où le décès est constaté, l'intérieur de son coffre est vidé au pied du mât. On étale tout, et ses camarades achètent. C'est hard en fait, et la somme qui est trouvée est mise de côté et restituée à la veuve au retour. Ce qu'on n'arrive pas à savoir exactement, c'est si ces marins, parce qu'il y a toute une économie souterraine, ce que les armateurs mettaient comme argent pour armer un vaisseau, on le sait, ou à peu près. Disons, on peut toujours ajouter de la fraude, hein, mais on le sait ou à peu près. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce que les marins emportaient eux-mêmes en termes de pacotille ou de port permis, hein, et donc ce qu'ils arrivaient à revendre, etc. Et là, je ne suis pas sûr que cet argent-là, on le déclarait en fait. Hein, puisque ce sont quand même des documents officiels. Donc il y avait peut-être quelque chose en plus. Hein. Il y avait tout un système de prêts, hein, qui était fait par des veuves, par des commerçants, etc., et qui pouvait effectivement sans doute être important. Donc en tout cas, la conclusion quand on lit ce genre de documents, c'est que les marins sont misérables évidemment. Hein. Si vous voyez, hein, une vieille culotte de Blanchet, voilà, etc., et puis donc tout ça était racheté évidemment. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne les demi-soldes. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que le système des classes avait nécessité qu'on offre une contrepartie aux marins, sans ça ils n'auraient pas accepté. Cette contrepartie, c'est la reconnaissance notamment du fait d'être estropié, d'être handicapé, etc. Et donc on a aussi des registres de demi-soldes qui permettent d'apprendre beaucoup de choses sur ces gens-là. Donc vous avez effectivement ce Jean Doguet, âgé de 50 ans en 1708, il est de Saint-Ideuc, il était canonnier, mari donc de Bertrane Huret, il a été estropié du pied gauche en 1697 à l'expédition de Carthagène. Donc ça c'est quelque chose que je connais bien parce que voilà, celui qui dirigeait cette expédition c'était Jean Ducasse, qui est l'objet de ma thèse, hein. Donc voilà. Et il a eu tout le visage brûlé par le feu, pris aux poudres de manière qu'il en est sorti fort incommodé de la vue, et donc il demeure actuellement à Paramé. Donc vous voyez, tout ce genre de choses, tout comme ce qu'on peut trouver dans les procès aussi, liés aux grèves des amirautés, et c'est énorme comme masse aussi archivistique, ça peut être important. Mais ce qui est intéressant également, c'est la suite. C'est-à-dire que quand on a la reconnaissance du handicap, il y a un rattrapage de demi-soldes, ça fait très moderne finalement ce qu'on dit. Hein. C'est assez impressionnant de ce point de vue. Hein. Mais après, vous avez les versements qui sont faits 2 fois par an. Et ce qui est intéressant justement, et c'est là qu'on voit en filigrane le rôle des femmes, c'est de voir qui vient chercher cet argent. Parce que c'est pas parce qu'un homme est reconnu non apte ou inapte à naviguer, alors on le dit avec des termes plus crus, hein, on dit il est pourri. Ou alors il est trop vieux par l'âge, ou alors il est bon à rien. Bon à rien, ça veut dire qu'il est inapte à naviguer sur un vaisseau du roi, on est bien d'accord. Hein, et donc, mais cela étant, ça ne l'empêchera pas de continuer à embarquer. On a des gens qui continuent à naviguer pendant 20 ans. On a des gens qui sont hernieux, qui sont unijambistes, qui sont, enfin tout ce que vous voulez, on arrive toujours à leur trouver une place. Ou par fidélité, par rapport à l'armateur, on fait un geste pour que la femme elle ait quand même une pension ou qu'elle ait quelque chose, ou parce qu'on manque d'hommes tout simplement, mais il y a vraiment ce système d'entraide qui est particulièrement important. Et donc il suffit de regarder un petit peu qui vient chercher cet argent, hein, qui de la mère, qui de l'époux,
l'épouse, de la fille, de la belle-fille, hein, puisque évidemment quand on parle du rôle d'une femme, donc de l'épouse par exemple, quand il y aura des enfants, c'est plus vraiment le rôle de la fille qui va nous intéresser, c'est le rôle de la belle-fille qui va intégrer le foyer. Hein, donc il y a toute cette reconstitution évidemment à faire. Alors si je continue, donc ici vous avez tout simplement un extrait d'un registre paroissial. Hein, alors c'est pas toujours très bien écrit, mais en tout cas on arrive, si vous voulez, à voir. Donc ici il s'agit d'un décès, hein, de quelqu'un qui s'est noyé en allant à la pêche côtière, à la pêche à la sole. Hein. Donc voilà. Donc je récapitule pour le Pierre Gauthier que je vous ai montré tout à l'heure dans les archives. Donc on sait qu'il vit au bourg, donc, et puis ensuite il a vécu à Basse-Cancale. On sait qu'il est fils de Pierre qui était maître cordonnier, c'est exceptionnel, mais enfin il avait dû être marin avant, et de Guillemette Martin. Donc ses oncles maternels et tantes maternelles, il y en a 8, dont Pierre qui était marin. Ses oncles paternels et tantes paternelles, parce que les tantes ont autant d'importance, puisque ça dépend avec qui elles se marient aussi, donc il en a 6, et donc on a quelques exemples intéressants à suivre. Ensuite, il a ses frères et sœurs, il en a 8, on les connaît tous. Ensuite, il a été marié avec Servane Renaud, donc 13 février 1695, et donc il a eu du coup des belles-sœurs et des beaux-frères. Il en a 8 également qu'on peut tous suivre. Ça n'est pas fini, il a 6 enfants. Voilà. Donc quand on a reconstitué tout ça, si vous voulez, on a 3 générations ensemble, descendantes, collatérales, et donc on peut effectivement, notamment pour l'embarquer ensemble, on peut avoir une reconstitution assez fiable. Alors, si je regarde, je vous donne l'exemple d'une carrière, belle carrière celle-là, hein, elles ne sont pas toutes comme ça quand même, hein, mais voilà. Donc il est né en 1665, donc il a embarqué de toute façon avant 1683, mais moi c'est là dans les archives que j'ai pu l'avoir. Regardez, c'est assez intéressant, cette obstination des Cancalais à vouloir venir systématiquement au Canada. Hein. Pour eux, voilà, il n'y a pas vraiment d'autres voyages. Remarquez, la Martinique ou la Guadeloupe, c'était pas des vacances, hein. Il valait mieux, je vous ai expliqué pourquoi, il valait bien mieux venir à Terre-Neuve. Mais c'est vraiment quelque chose de régulier. Donc il va à Terre-Neuve pendant 4 ans. Après, vous avez la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui commence. Donc c'est le service du roi en orange, les vaisseaux du roi qui l'attirent. Après, on voit bien la guerre commence à s'essouffler. En tout cas, on n'a plus d'argent. Donc c'est la course. Les corsaires qui vont prendre le dessus, donc il est en course pendant plusieurs années, puis à la fin de la guerre, on essaie de faire un effort pour avoir une paix qui soit honorable, donc c'est le traité de Ryswick, hein. Donc il retourne sur les vaisseaux du roi, et puis après une petite période de paix en attendant la guerre de succession d'Espagne, on voit bien qu'il retourne à Terre-Neuve. Alors c'est au Petit Nord, hein, la plupart du temps pour Saint-Malo c'est plutôt le Petit Nord, donc une pêche sédentaire, hein. Et puis ensuite, donc il va s'obstiner jusqu'en 1704. Rien ne dit d'ailleurs que les bâtiments sur lesquels il embarque, le capitaine ne soit pas détenteur d'une commission mixte, c'est-à-dire une commission en guerre et en pêche, ce qui fait que si les bateaux sont plusieurs ensemble et qu'ils voient un anglais plus faible, ils peuvent s'en emparer et surtout garder le butin qui sera fait, si vous voulez, au niveau du partage. S'il n'y a pas de commission, bien sûr, il n'y a pas de partage, c'est confisqué au profit du roi. Mais j'ai eu des exemples, effectivement, et c'est l'intérêt de reconstituer les rôles d'équipage, où 2 navires de pêche en 1702 s'aperçoivent qu'il y a un navire anglais à proximité. Ils se disent, bah, attaquons-le, on va bien commencer finalement les hostilités. Ils s'approchent, et puis plus ils s'approchent, plus ils s'aperçoivent qu'il est plus fort que ce qu'on avait imaginé. Et à un moment donné, il y en a un qui est trop près, l'autre qui arrive à s'en aller. Donc le premier est capturé, le deuxième s'enfuit. Et quand on regarde les rôles d'équipage, il y a un frère sur chaque. Donc on imagine, il y a de quoi écrire un roman, hein, on imagine ce que pense le frère en voyant celui qui l'abandonne finalement, et on sait effectivement qu'il sera emprisonné à Boston, après il sera apporté, en Angleterre, il va rester plusieurs années, bon voilà, donc il y a un sentiment de culpabilité probablement. Et donc on voit bien, la guerre de succession d'Espagne commence en 1702, c'est surtout de la course, avec un petit retour au chapeau rouge, et puis à partir de 1712, hein, quand les négociations avec l'Angleterre laissent penser que la paix est proche, eh bien, il n'arrêtera jamais de naviguer à Terre-Neuve.
ça sera Gaspé, ce sera Grand Bay, ce sera le Petit Nord, bon, même si c'est le French Shore maintenant, mais voilà. Et donc, ça s'arrête en 1724, mais il a probablement continué à naviguer après. Ça on le saura avec d'autres documents. Donc voilà. Donc le résultat quand même, 41 ans passés en mer. Lui, ses trimestres pour la retraite, il les a acquis, il n'y a pas de souci. Oui, et plus, parce que je vous ai dit, il continue à pêcher la sole pendant très longtemps. 19 campagnes à Terre-Neuve, 7 campagnes comme corsaire. Ce qui fait dire, effectivement, parce qu'en France, on a toujours des gens qui viennent vous voir en disant « Je crois que j'ai un ancêtre qui est corsaire ». Alors là, il y a une longue explication qui consiste à dire c'est le contraire qui serait étrange. Je veux dire, un marin qui n'a pas été corsaire, je ne sais pas ce qu'il a été, quoi. On est obligé finalement, c'est une reconversion en temps de guerre, tout le monde est corsaire de près ou de loin. Donc 6 années passées au service du roi, donc on voit bien que le système est vacillant, le système des classes il n'est pas tout à fait respecté, et puis donc il est hors service en 1729 et donc il passe à la demi-solde puisqu'il est considéré comme paralytique. Ouais, enfin paralytique, il continue quand même à embarquer à la pêche. Mais bon, voilà. Et alors, voilà ce qu'on arrive à faire, c'est-à-dire qu'on prend un personnage et puis donc on regarde un petit peu les femmes qui sont tout autour de lui, les hommes également, et puis on peut retrouver aussi tous les marins du corpus qu'on a fait. C'est juste l'exemple pour Pierre Gautier. Donc il suffira d'appuyer sur un bouton et on aura la même chose pour tous les marins. Et donc, voilà, je voulais vous montrer aussi cette notion de proximité géographique, le voisinage, qui est peut-être plus important, ça sera à déterminer, que la famille en elle-même. Et donc on voit bien effectivement, quand on regarde un navire, on voit bien d'où sont issus tous les marins, et même si ça se trouve à 500 mètres, c'est très important. C'est-à-dire quand même qu'on a des gens qui font des milliers de kilomètres, qui partent des années, qui rencontrent des gens du monde entier, mais quand ils rentrent chez eux, c'est le tas de cailloux. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant, dans l'avion, il y avait une dame canadienne devant moi qui avait séjourné en Bretagne et qui faisait cette réflexion. C'est bien la Bretagne, mais ils sont quand même accrochés à leurs cailloux. Bah oui. J'ai pas pu lui dire qu'elle avait tort, franchement. Alors, non, ouais. Voilà, donc l'embarquer ensemble, bon, ce sont des diagrammes, je vais peut-être pas trop m'attarder. Alors, si, peut-être les différents types de navigation. On va organiser, c'est prévu dans le projet, une exposition itinérante qui montrera tous les types de navigation. C'est-à-dire qu'on prendra plusieurs cas de marins qu'on suivra donc à travers les archives, et puis il y aura, une partie réservée à la grande pêche, une partie réservée à la course, une partie réservée au vaisseau du roi, une partie réservée aux caravanes en Méditerranée, puisqu'on a beaucoup de marins qui vont à Toulon pour la marine de guerre ou qui vont vendre leurs poissons après Terre-Neuve, puisque c'est un commerce triangulaire aussi, et qui finalement restent à Marseille, embarquent sur des vaisseaux là-bas pour aller au Proche-Orient et font des caravanes. Donc vous imaginez un petit peu l'existence de ces gens-là. Après, il y aura la traite négrière et le commerce en droiture vers les Antilles, Saint-Domingue, etc. Et puis il y aura toute cette période aussi. Alors d'abord Malouine, à partir du moment où on s'allie, où on s'unit, on n'ose pas dire le mot pour ne pas fâcher les Anglais, mais avec l'Espagne, en espérant bien d'ailleurs fusionner un jour, peut-être déjà une petite idée de l'Europe. Donc, si vous voulez, en fait, les Français voient ça comme une opportunité pour aller piller les colonies espagnoles, tout simplement. L'exclusif, ça n'a pas d'importance. Et donc, il va y avoir un mouvement pendant assez longtemps de navires qui, sous le prétexte d'aller à la Chine, vont en réalité aller au Chili. Et donc écumer les côtes de l'Amérique du Sud
mais côté mer du Sud, côté océan Pacifique, pour faire du commerce interlope, quitte ensuite à aller en Chine, à aller en Inde et revenir par la Bonne Espérance. Donc vous avez un certain nombre de voyages de circumnavigation qui se multiplient, d'où le documentaire dont je vous parlais tout à l'heure, avec d'ailleurs des routes qui ont été prises, qu'on a attribuées par exemple à Cook, alors que ces routes avaient été empruntées des décennies auparavant, si vous voulez. Hein. Et donc toutes ces navigations, avec peut-être une partie médicale aussi, eh bien, serviront de base pour mettre en place une exposition itinérante sur les différentes navigations. Et donc là, on voit bien, alors là, évidemment, on est en période de guerre, hein, donc vous comprenez bien quand je dis que tout le monde est corsaire, je ne prends pas un grand risque en réalité, quoi. Voilà. Et même les navires de pêche peuvent avoir une commission également en course, tout comme tout type de navigation. Alors, si je continue, voilà, je vais aller très très vite. C'est un autre PowerPoint que j'ai ajouté, en fait, tout simplement parce que c'est à l'université d'Angers qu'on m'avait demandé ça. Il s'agissait de partir d'une archive. On donne une archive à un étudiant et il se débrouille effectivement pour imaginer ce que ça peut être. Alors ici, c'est tout simplement le paiement, le reliquat payé aux matelots pour ceux qui ont embarqué avec Tourville durant la campagne de 1693, la campagne du large, qui permet de capturer au large de Lagos le convoi de Smyrne. Hein, les 99 vaisseaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fait, au SHD de Brest, on a d'énormes volumes où seuls les gens de Saint-Malo, donc c'est vous dire effectivement ce que ça représente pour toute la France, sont répertoriés, et donc on sait combien on leur a donné en avance, combien ils ont perçu en cours de route, et combien ils reçoivent effectivement en bout de route. Alors, s'ajoute, il faudra le vérifier, peut-être un petit peu plus d'argent que d'habitude, parce que là, on a affaire à une opération de course d'État. Puisque là, c'est une escadre armée par le roi, non pas prêtée par le roi, mais armée par le roi, qui a fait ce coup de filet sur un convoi richissime. Et donc, on est en droit de se demander si les matelots n'ont pas eu un petit peu droit aussi au partage, si vous voulez. Hein. En tout cas, on a des pages et des pages, on a des centaines de pages comme ça, et j'ai pris simplement ce mousse, qui s'appelle Jacques Girard. Et ça m'a intéressé, lui, on aurait pu prendre bien d'autres, hein, mais parce que regardez, c'est sa mère qui est venue chercher l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, en quelques jours, toutes les femmes de Cancale, à moins que leur mari soit sur place, mais toutes les femmes de Cancale, toutes les mères, toutes les filles, toutes les épouses, etc., sont venues chercher l'argent qui revenait à leur famille. Alors c'est intéressant parce que finalement on a des marins qui ont des déplacements très longs, mais c'est intéressant de voir que le même jour, des dizaines et des dizaines de femmes sont parties ensemble certainement, et ont fait les 15 km qui séparent Cancale de Saint-Malo pour aller chercher, voilà, et pour le bien de leur famille. Donc on est parti de ce mousse, et donc de cette mer. On a regardé effectivement tout ce qu'il avait pu percevoir, ça c'est la suite de la ligne, c'est sur l'autre page. Et puis donc on a reconstitué effectivement, mais là à partir des femmes, on a reconstitué toute la généalogie qui tourne autour de ce mousse. Donc en fait, un peu compliqué parce que la mère est la deuxième épouse de son mari, le mousse se mariera 2 fois également, hein, donc ce qui fait que des femmes qui ont vécu dans le même foyer, on en a quand même un certain nombre, sans compter les filles, mais qui sont partis au moment de leur mariage, si vous voulez. Donc on arrive à avoir, alors là c'est tout ce qui concerne Françoise Le Breton. Donc ensuite, voilà, je ne vais pas m'arrêter, mais c'est simplement pour vous montrer. Après, on a la première épouse du mousse plus tard, quand il se mariera, hein, voilà, et puis on a la deuxième épouse. Hein, donc finalement, la première épouse a partagé une partie de l'existence de la mère. Et, je crois qu'elle est morte un petit peu avant la mère, et donc la deuxième épouse a partagé quelques années avant que la mère ne meure. Donc toutes ces femmes étaient seules, évidemment, pendant des mois. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant aussi à regarder. Et donc, je vous ai brossé aussi la carrière de ce mousse, devenu grand, devenu matelot, et donc finalement il est, il est rentré officiellement dans la marine du roi
en 1693. Donc il est intégré à la marine, et donc il s'est marié en 1700, regardez, j'ai trouvé ce joli symbole, et là c'est tous les enfants qu'il va avoir. Donc si on arrive à regarder les périodes exactes de navigation, on peut la plupart du temps, alors ça aussi le calendrier pour les marins il est connu si vous voulez, mais là on peut le vérifier, et on peut le vérifier à grande échelle si vous voulez. La plupart du temps évidemment il n'est pas là quand son enfant naît, d'ailleurs en rappelant que l'homme n'a rien à faire avec un accouchement, hein. Aujourd'hui, bon, les choses ont changé, ils viennent avec leur caméra, ils regardent. Voilà, où ils s'évanouissent, hein, c'est comme ça. On ne peut pas faire confiance aux hommes. C'est pour ça que les femmes le savaient avant et faisaient l'accouchement entre elles. Mais donc, si vous voulez, on arrive quand même donc à voir. Et comme il a eu 2 épouses, eh ben voilà, j'ai la suite de la carrière. Et donc, vous avez le 2e mariage qui intervient. À mon avis, il y a eu peu de temps entre les deux. Donc, c'était quelque chose d'assez urgent que de se marier, hein, je pense. Voilà. Et je finirai simplement avec les tableaux qu'on arrive à faire par rapport. Alors là, c'est vraiment par rapport aux femmes hein, qui sont en violet ici, hein, et donc avec la mère et en vert avec les 2 épouses. Hein, donc ça, on pourra le reproduire, même le renforcer bien plus en tenant compte des filles, en tenant compte des tantes, en tenant compte, etc. Voire, j'en parlais tout à l'heure, des alliances spirituelles, hein, puisque ça aussi c'est intéressant de voir quand il y a une naissance, quelles sont les motivations pour choisir un parrain ou une marraine. Est-ce que c'est un niveau social supérieur, ce qui arrive quand même assez souvent à Cancale, pour éviter effectivement de ne pas pouvoir organiser un mariage 30 ans plus tard, quoi. Donc voilà. Je crois que ça doit être tout, si ma mémoire est bonne, oui, voilà.